Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin pour ce webinaire consacré à la future responsabilité élargie du producteur, c'est la REP, c'est ça, appliquée aux emballages professionnels. Donc, il doit rentrer en vigueur le 1er janvier 2026. Donc, cette nouvelle réglementation aura bien sûr un impact sur vos entreprises. Et pour éclairer ces enjeux et nous aider à anticiper cette transition, donc nous avons le plaisir d'accueillir Amina Guettet et Vincent Faleguero de chez Twice. Ils nous présenteront les contours de cette nouvelle REP et répondront à vos questions. Donc n'hésitez pas à intervenir pour vous donner un peu votre niveau d'implication et préparer cette transition en toute simplicité. Donc, merci encore pour votre présence et je laisse la parole à nos intervenants. Je vous laisse présenter également Twice, l'éco-organisme. Clotilde, merci à tous. Bonjour d'être là, en tout cas. Donc effectivement, Twice, on va déjà se présenter. Donc voilà, moi je suis Vincent Faliguero, en charge des relations commerciales pour Twice. Twice, éco-organisme qui se prépare à être candidat lorsque tous les textes seront bien évidemment diffusés. Et voilà, on va vous accompagner pour vous préparer dans ce cadre-là. Et je suis accompagné en support par Amina. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Amina Guettet, responsable adhérent et fédération chez Twice. Donc j'ai pour principale mission d'animer, de développer et d'animer la relation à la fois avec les entreprises metteurs en marché qui devront demain mettre en place cette disposition réglementaire et leurs représentants organisations professionnelles comme la FIEV. On va faire ça en deux temps. On va vous présenter effectivement voilà, Twice, les contours de la REP, le mécanisme pendant à peu près une petite demi-heure. En même temps, Amina peut répondre aux questions qui seront directement dans le commentaire et on laissera un temps d'échange sur la dernière demi-heure pour répondre aux questions directement avec des micros ouverts. Parfait. Voilà, dans un premier temps, Twice, comme on l'a dit, on est candidat aujourd'hui. Il n'y a que des candidats potentiels sur cette réglementation et pour devenir éco-organisme. Mais nous, Twice, on travaille le sujet depuis maintenant plus de 5 ans. On a commencé par le terrain, d'aller comprendre ce qu'était un emballage professionnel, comment c'était déjà structuré aujourd'hui au sein des entreprises. Vous tous autour de cet écran aujourd'hui, vous n'avez pas attendu des réglementations, des décrets ou des lois pour vous structurer avec vos opérateurs, avec des régénérateurs ou juste flécher vos systèmes de reverse. Voilà, on a commencé par là et après pouvoir dupliquer à grande échelle pour nos adhérents les différents objectifs et projections qui seront celles du contour de ce cahier des charges et cette réglementation. Et pour ça, on s'accompagne de différentes fédérations partenaires parce que cette réglementation va toucher toutes les entreprises sur tous les secteurs d'activité. Et comme les emballages ne sont pas que franco-français, on s'inscrit également dans un cadre européen parce que tout ça va aussi être réglementé au niveau européen par la PPWR. Donc, ce soit des fédérations automobiles, cosmétiques, bâtiments, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, un éco-organisme est structuré majoritairement par des industriels, des metteurs en marché. Et aujourd'hui, on est représenté au sein de différents collèges pour Twice, représenté majoritairement avec des acteurs de la détergence, de la chimie, de la peinture, du bâtiment. Et on accueille à notre board aussi bien des industriels que des fédérations. On a des fabricants d'emballage qui seront directement concernés demain par cette réglementation, des producteurs de résine. On constitue différents collèges d'activité et on est en discussion effectivement avec le secteur de l'automobile et des industries mécaniques avec qui on a des échanges plus ou moins poussés à date pour justement au sein de ce collège pouvoir porter les enjeux et les spécificités qui sont les vôtres. On s'est rendu compte qu'on ne discute pas de la même manière avec des industries du bâtiment, de la cosmétique, de la chimie ou de l'automobile. Et les enjeux, les orientations, les périmètres ne sont pas les mêmes. L'objectif pour Twice, voilà, c'est d'avoir une voix pour votre secteur et de pouvoir construire toute la stratégie de l'éco-organisme autour de ça. Alors,
Pour ceux qui sont déjà assujettis, ça sera effectivement plus simple parce que vous avez déjà peut-être des activités sur d'autres REP. En revanche, ce qu'est un éco-organisme et comment ça fonctionne, un éco-organisme, c'est une société privée sous couvert d'agrément d'État. Donc c'est pour ça qu'on parle à un moment donné d'agrément pour les éco-organismes. Et le fonctionnement d'un éco-organisme, société à mission à but non lucratif, donc il y a d'un côté les metteurs en marché qui porteront effectivement une responsabilité de contribuer sur la quantité et le tonnage des emballages qui mettront en circulation, mis à hauteur de ce qui est positionné. Et de l'autre côté, tout cet argent collecté, on sera sur une REP financière uniquement, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, tout cet argent repart effectivement pour soutenir des projets et reverser principalement auprès des opérateurs et avoir des actions et des opérations avec les détenteurs. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et une REP financière veut dire que pour demain, lorsque cette réglementation sera mise en place, ça ne va pas changer opérationnellement les actions que vous avez avec vos opérateurs. Ça sera juste un mouvement financier qui sera réparti. Mais vous continuerez à contracter avec Paprec, Veolia, Suez ou d'autres avec qui vous avez l'habitude de faire. S'il y a besoin, on y reviendra un petit peu plus dans le détail à la fin. Le fonctionnement d'un barème d'éco-contribution, parce que quand on parle éco-organisme, on parle éco-contribution. D'un côté, le barème amont, qui est effectivement versé d'un côté, sert à la fois sur les frais de fonctionnement. Un metteur en marché, lorsqu'il devient adhérent d'un éco-organisme, il transfère effectivement une partie de sa responsabilité réglementaire vers son éco-organisme de rattachement. C'est porter collectivement les enjeux et les objectifs de cette réglementation. À l'inverse, voilà, Twice portera les objectifs pour ceux qui peuvent les atteindre, ceux qui peuvent moins les atteindre, ou comment on peut développer ensemble pour les atteindre tous ensemble. Et une partie, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette partie repart soit vers les opérateurs. L'objectif, c'est de ne pas payer deux fois. Ce qui est mis en marché, donc en finance d'un côté, doit, à l'autre bout de la chaîne de valeur, permettre d'alléger le prix d'ébène ou avoir des actions effectivement beaucoup plus précises. Pas trop m'attarder sur le sujet, c'est pas ce qui nous anime dans le détail aujourd'hui. D'un point de vue purement planning, vous avez vu que le décret est paru fin novembre. Donc pour pouvoir déposer une candidature à un éco-organisme, doit avoir 3 textes publiés au journal officiel, le décret, le cahier des charges et l'arrêté périmètre. Aujourd'hui, il n'y a que le décret qui est paru. Vont pas tarder à paraître le cahier des charges définitif et l'arrêté périmètre. On a eu déjà des projets sur ces textes-là qui donnent les grands contours, les orientations et les enjeux pour les éco-organismes et pour les industries. Et on a eu des réunions ministérielles qui ont suivi effectivement la publication de ce décret, qui ont donné une feuille de route et un planning pour nous dire que les dépôts d'agrément définitifs pour les éco-organismes candidats se fera au plus tard au 28 février. Donc entre aujourd'hui, 5 décembre et le 28 février, on doit avoir reçu le cahier des charges, l'arrêté périmètre et déposé nos dossiers de candidature. Après, mission d'instruction, effectivement, des différents dossiers de candidature. Et ça a été annoncé officiellement par les ministres, que l'entrée en vigueur opérationnelle de cette filière sera au 1er juillet 2026. Pour rappel, initialement, elle était prévue au 1er janvier 2025. Elle a été reportée d'1 an, ce qui ne veut pas dire on est en retard. Prenons ça comme un petit souffle d'oxygène pour dire on a encore 6 mois de plus pour se préparer sur ces périmètres-là. Et après, forcément, à vous de choisir votre éco-organisme de rattachement en fonction de la stratégie, des orientations et comment l'éco-organisme prend en considération mes enjeux et mon secteur d'activité. Amina, tu es libre d'intervention si tu en as besoin ou répondre directement en ligne. Moi, je ne vois pas les questions. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, donc pour rappel de ce que c'est un emballage professionnel, aujourd'hui, c'est des emballages de B2B. On va reparler maintenant un petit peu plus périmètre. Des emballages B2B, que ce soit sur tes emballages de vente
des emballages de regroupement ou des emballages de transport. Et ça pour l'intégralité des matériaux, carton, bois, métaux, plastique, avec des enjeux qui sont forcément différents parce que toutes les filières ne sont pas structurées à jour de la même manière. On se rend compte que les objectifs sur le bois, le carton, le verre sont déjà au rendez-vous des attentes européennes. Donc il y aura un focus tout particulier sur les plastiques. Aujourd'hui, les plastiques, plastique souple, les filières sont déjà bien structurées, plastique rigide, on a encore un gros travail dessus. Aujourd'hui, on est à 26% d'atteinte de recyclage au niveau européen pour un objectif à 55% dans 5 ans. Donc, ce qui est assez challenging, mais on portera effectivement ces enjeux-là et on fera tout le nécessaire pour les atteindre. Différents objectifs aussi, que ce soit des objectifs de réemploi, des objectifs de réduction d'emballage à usage unique pour lesquels il n'y a pas de filière de déchets d'emballage, et un objectif également de réincorporation de matière, limiter la production d'emballage 100% matière vierge en mettant de plus en plus d'IMPR à l'intérieur. Pour ça, comment Twice se positionne et va pouvoir vous aider sur ce sujet-là. On a plusieurs leviers d'action. Effectivement, c'est dupliquer les différents travaux que l'on a menés sur nos projets pour les mettre en application chez vous. Également, vous laisser un accès à des portails pour pouvoir aller sourcer différentes typologies d'emballage telles qu'on voit sur la droite avec MyRecycled Content. Aujourd'hui, vous avez possibilité d'aller regarder au niveau européen ce que vous pouvez identifier avoir besoin en termes d'emballage plastique ayant déjà la réincorporation de matière, que ce soit du bidon, du fût, du seau ou autre. Et en même temps, au travers de Twice, accéder à une conformité réglementaire en passant effectivement avec Twice. Et l'objectif aussi, et c'est ce qu'on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard, c'est comment identifier vos périmètres d'assujettissement. Regardez aujourd'hui vos flux, où ils en sont, d'où provient votre marchandise, vers où elle va, quelle typologie de matière, pour voir effectivement à quel moment c'est de votre périmètre ou de celui de votre fournisseur ou de votre client. Il y a différents... Oui, dis-moi. Non, il y a juste une question que je ne suis pas certaine de comprendre. Qu'en est-il du polystyrène? Je pense qu'on parlait du périmètre emballage, c'était peut-être la slide juste avant. Peut-être pour vous répondre, Julienne, tous les emballages, alors il y a des cas, on va dire, d'exception pour des emballages qui sont déjà déclarés dans d'autres filières, mais globalement, tous les emballages sont concernés, peu importe leurs matériaux ou ce qu'ils ont contenu. Voilà, je te relaisse la main, Vincent. Merci. Et si c'était pas ça votre question, Juliane, si vous pouviez la préciser. Ok, super. Je le voyais pas dans l'objectif 2030 en fait. Typologie. Oui, alors on n'a pas des objectifs par résine, hein, ou par typologie de plastique. Donc dans le plastique, vous avez tous les polymères qui sont. Donc on a un objectif plastique global qui intègre toutes les typos de plastique. Ok. Famille plastique, en effet, vous avez raison. Merci d'avoir précisé en tout cas. Pour avancer, voilà, il y aura différents leviers d'action, hein, et ça on le verra un petit peu plus tard, hein, en tant que metteur en marché. On va définir à quel moment vous êtes considéré metteur en marché, à quel moment vous êtes considéré détenteur. Et pour ça, Twice pourra vous accompagner effectivement pour travailler déjà avec un point de départ, hein, qui sera effectivement votre niveau de mise en marché, et travailler ensemble comment on peut réduire effectivement par de l'éco-conception, par du réemploi, par du recyclage, toutes ces actions qui vont réduire soit votre montant d'éco-contribution par différents leviers, ou alors peut-être réfléchir beaucoup plus largement, d'avoir des actions de reverse, de remplacement d'emballage à usage unique par des emballages de réemploi. Voilà, c'est autant de sujets que l'on pourra travailler effectivement tous ensemble. Concernant principalement le secteur automobile, où on accompagne différents acteurs, que ce soit des marques, des équipementiers ou autres, on a déjà cartographié différents périmètres.
Et au travers de fédérations ou d'actions directes, on a effectivement un scope un petit peu plus précis qui sera toujours forcément à challenger par rapport à vos spécificités. Mais voilà, en concernant les différents flux d'emballage qui transitent sur votre secteur d'activité, on en a une vision assez exhaustive pour pouvoir travailler un petit peu plus dans le détail avec vous, pour réduire en tout cas l'assiette de votre périmètre sur les différents flux d'emballage. Voilà. Que ce soit des emballages qui transitent par des équipementiers, par des distributeurs, par des revendeurs ou sur des points directs ou de massification, de reverse, voilà, autant de points que l'on peut rechallenger ensemble. Ça sera des questions à se poser un petit peu plus tard pour vraiment commencer à réfléchir où est votre périmètre d'assujettissement. Ça sera vraiment définir ensemble. Aujourd'hui, sur mon site, qu'est-ce qui rentre comme typologie d'emballage? Que ce soit du plastique, du métal, du verre, du bois, du carton ou autre. D'où ça provient? Est-ce que ça provient d'un fournisseur français? Est-ce que ça provient d'un fournisseur étranger? Où ça va? Est-ce que ça repart ou est-ce que ça part directement à l'export? Est-ce que l'export n'est pas considéré au sens de la REP pour vous aujourd'hui? Et vers où ça va? Vers un distributeur, vers un revendeur, etc. Et ça, on pourra rentrer individuellement dans le détail pour vous accompagner sur ce sujet-là. Concrètement, sur quoi je vais être assujetti demain? La définition du producteur au sens de la PPWR dit qu'il y a deux typologies de metteurs en marché. Le metteur en marché sur les emballages de vente et les emballages de groupement. Voilà. Concrètement, c'est celui qui va remplir les emballages. Et au sens de cette REP également, les emballages de transport, les palettes, les films, les cerclages, etc., remontent d'un cran. C'est le fabricant de l'emballage qui sera assujetti, et ça, sur un cadre purement français. Il y aura des spécificités aujourd'hui si vous êtes importateur ou si vous achetez les matériaux à l'étranger. On entrera dans le détail pour effectivement savoir où est le destinataire final de ces emballages-là. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre client final? Je ne vais pas vous alourdir en ce vendredi matin pour ces périmètres-là. En tous les cas, la question qu'on a à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que je suis considéré sur mes emballages de vente? Est-ce que je suis considéré sur mes emballages de groupement? Est-ce que je suis considéré aussi sur mes emballages de transport? Pour ça, la REP, c'est ce qu'on a dit en début, il y a un arrêté périmètre qui permet aussi de dire, peut-être que chez vous, vous avez déjà des REP avec d'autres éco-organismes, peut-être sur du ménager, peut-être sur des produits dangereux ou autre. L'arrêté périmètre permet de dire, oui, effectivement, mes produits sont bien dans un flux B2B, et donc, je suis rattaché à une REP professionnelle. En revanche, si vous avez des emballages qui peuvent être dits mixtes, on peut s'en référer à cet arrêté périmètre pour justifier si ça part effectivement vers les emballages professionnels ou si ça rentre dans une autre filière REP. Ça, il y a tout un laïus et toute une grille de déclaration qui permettent d'orienter vos produits pour tel ou tel secteur. Peut-être un petit point de détail sur ce qu'est un produit emballé de transport ou un produit de calage. Les emballages de calage sont aussi considérés au sens de la REP sur les emballages professionnels. On le disait tout à l'heure, voilà. Un utilisateur final, est-ce que c'est vous? Parce que vous importez des matières premières pour conditionner ou fabriquer en vue de revente. C'est autant de sujets qu'il faudra se poser et réfléchir de quelle est l'utilisation du produit et par extension de l'emballage que je commande chez moi. Et volontairement vite pour qu'on ait le temps d'ouvrir les micros et d'avoir beaucoup de questions effectivement chez nous. On fera un zoom aussi sur les produits chimiques. Si vraiment ça a un sens, on pourrait y revenir. Mais dans tous les cas, la question qu'il y a à se poser, c'est est-ce que vous avez déjà des filières
REP sur votre secteur. Dans tous les cas, vous ne changez pas vos périmètres pour le moment. Et tout ce qui n'est pas aujourd'hui déclaré en tant qu'emballage professionnel va rentrer dans la REP des emballages. Donc pour ça, il faudra identifier et qu'est-ce que je reçois comme carton. Est-ce que je reçois du calage? Est-ce que je reçois de l'intercalaire, du film, du cerclage, du strapping, de la palette, des emballages réemployés, des emballages à ma marque? Ça aussi, c'est un cas important qu'il faudra aussi identifier pour connaître tout votre périmètre. Le calage, bien évidemment, fait rentrer dans les emballages de vente, que ce soit des emballages en mousse, en carton ou autre. Donc on voit bien que l'intégralité des emballages de B2B, à tout niveau qu'il soit, de vente, de groupement et autres, sont considérés au sens de cette REP pour tout emballage professionnel mis en circulation. Comment on peut vous accompagner? Ça, c'est une vaste question. Aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez vu, on élabore la gouvernance de Twice avec un collège spécifique pour le secteur auto. Si certains sont intéressés pour construire toute la stratégie de l'éco-organisme, travailler sur différents sujets du barème, de la traçabilité, de l'éco-conception haute, voilà, on pourra y revenir. L'autre point, c'est voilà, de soutenir la candidature de Twice, c'est-à-dire moi, société X, Y, je soutiens la candidature de Twice dans son dossier de demande d'agrément, parce que ça fait aussi partie du dossier de candidature, d'avoir des entreprises de différents secteurs d'activité qui ont été accompagnées au sens de cette réglementation, et en échange effectivement de votre soutien, voilà, vous devenez un pré-adhérent premium, si je puis dire, dans le sens où voilà, on pourra identifier une cartographie très détaillée pour vous préparer demain sur votre mise en tonnage de votre secteur d'activité et pouvoir vous proposer une assiette de ce que serait votre éco-contribution avant la publication des textes. Et après, voilà, soutenir, effectivement, recevoir la newsletter et être accompagné lors de l'adhésion. Voilà, très rapidement, hein, le fait de venir à la gouvernance c'est de travailler différents sujets, hein, traçabilité, barème, réemploi, réajuster la feuille de route sectorielle et travailler sur différents sujets. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà, l'objectif aussi de ce starter kit, c'est de cette cartographie, c'est pouvoir travailler ensemble, voilà, dans le détail. Comme on l'a dit, on a un petit peu plus de temps et on a quelques mois d'avance pour le faire. C'est en fonction de mon activité, de ma typologie d'emballage, quel est mon périmètre pour lequel, effectivement, j'ai besoin d'aller récupérer la data. Est-ce que c'est est-ce que je vais la voir automatiquement sur mes ventes? Est-ce que je vais la voir automatiquement sur mes achats? Ou partiellement, parce que voilà, ça concernera les deux flux. Et quelle information je n'ai pas à date dans mes systèmes d'information, mais où je vais devoir aller collecter l'information. Et ça, que ce soit en termes d'unités pour des emballages de réemploi ou en tonnage, parce que des éco-contributions sont facturées en eurotonnes. Voilà, ça, c'est un travail que l'on peut initier individuellement ou collectivement. Au travers de la FIEV, on peut lancer un projet effectivement de cartographie pour les adhérents de la FIEV, avec des ateliers collectifs dans un premier temps pour remettre le périmètre en place, et après, individuellement, au travers de NDA aussi, pour que les informations de données soient purement confidentielles, travailler ces périmètres-là et avoir une restitution globale avec la FIEV pour dire, voilà, moi sur mon périmètre, ma difficulté, ça a été sur tel flux, tel périmètre, c'était pas clair. Pas redonner en synthèse des données par acteur, mais en tout cas dire, voilà, aujourd'hui ou demain, quelles sont les problématiques que j'ai rencontrées où c'était pas clair, parce que voilà, il y a des juxtapositions de périmètre ou autre. Voilà. J'ai essayé d'être synthétique, rapide, une performance pour un vendredi matin, mais le but c'était qu'on puisse effectivement échanger directement avec vous. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement,
On va voir si vous avez été clair et s'il y a ou pas beaucoup de questions. J'avoue, j'ai l'habitude de parler très vite, mais c'est pour vous laisser la voix aux questions. On peut revenir effectivement à tout moment. Voilà, je peux remettre la présentation en place pour revenir sur un slide ou pas. Amina, toi qui es On à a la déjà, je manette crois, sur une les questions. question. Ouais. On a une première question de Pa Peretti que je peux vous laisser peut-être prendre la parole. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous m'entendiez correctement. Oui. Donc, Paul-Adrien Peretti, Société Tesca. Je me posais la question puisque nous, on a déjà entrepris de faire notre déclaration l'an dernier. Et donc, notre cas est un peu particulier. Donc, on est dans le secteur automobile et on livre les constructeurs et les tier one. Et en fait, on n'a aucune production en France. Donc, on n'est pas sur le territoire, on ne produit rien, on a très peu d'échanges. Mais il arrive que de temps en temps, on expédie du matériel donc avec des emballages industriels. Donc en général, c'est des appuis-têtes qui sont montés individuellement dans des sacs, qui sont mis dans des cartons avec des intercalaires. Et il arrive que des fois, on dépasse, enfin jusqu'à présent, je crois qu'il y avait un plafond de 10 000 unités d'emballage, il me semble. Voilà, et il arrive que des fois, on dépasse ce plafond-là. Alors, est-ce que c'est à notre charge de le déclarer? Comment ça se passe? Puisque l'an dernier, on a fait une déclaration. On s'est dit que c'était le mieux de le faire au cas où. Donc on a fait notre déclaration l'an dernier, mais c'est pas récurrent, c'est quelque chose qui est pas fixe. Enfin, je veux dire, on n'a pas de grosses quantités de toute façon. Donc voilà, je voulais savoir un peu comment on se situe par rapport à ça. Mm. Merci pour votre question. Autre question en Euh, plus. oui, non, mais Non, très, très pertinente, effectivement, puisque peut-être que vous êtes plusieurs à avoir fait sur ces 2 dernières années cette fameuse déclaration réemploi. Ce dont on vient de vous parler sur ces dernières minutes est lié sans être lié à cette déclaration. Cette déclaration réemploi, donc qui avait été instaurée par décret en 2022, si je ne dis pas de bêtises, évoquait effectivement des seuils qui imposaient aux entreprises de faire cette fameuse déclaration, c'est-à-dire que dès lors que je mettais 10 000 unités de produits sur le territoire français, eh bien, j'étais soumis à cette déclaration sur la base d'une définition de metteur embarqué qui était précisée dans la directive européenne de 2018, il me semble. Et et cette déclaration était à transmettre à l'Observatoire du réemploi de l'ADEME. Cette déclaration n'engendrait pas de coût pour vous dans la mesure où vous ne versez pas d'éco-contribution. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va basculer sur un dispositif qui est la REP. Et là, attention, on n'a pas. Donc, déjà, la REP, elle s'inscrit. Alors, ce n'est plus. On parle plus du décret de 2022. On parle d'un nouveau décret qui a été publié, comme l'a dit Vincent, au 17 novembre, qui applique, enfin, ce décret qui applique un règlement européen. Dans ce règlement européen, première chose, on a une nouvelle définition du metteur en marché. Donc, c'est-à-dire que la règle que vous aviez, eh bien, il va falloir la challenger puisque c'est plus du tout la même. Donc, d'où le travail un peu de cartographie pour identifier sur la base de cette nouvelle définition quels sont les emballages qui seraient assujettis à déclaration ou non. Et d'autre part, dans le cadre de la REP, il n'est pas question de seuil qui vous rend éligible à cette déclaration. Donc, si je caricature, vous mettez sur le marché un intercalaire de 20 grammes sur le territoire, vous êtes assujetti. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a plus de seuil de chiffre d'affaires ou d'unité. Ça, c'était vraiment dans le cadre de la déclaration réemploi. En plus de ça, la définition change. Maintenant, donc il y aura cet exercice là aujourd'hui. On pourrait reprendre un cas pratique effectivement de dire vous l'avez dit, hein, j'importe des produits ou j'expédie des produits dans des sacs, dans des cartons qui sont sur palette. Vincent a expliqué la nouvelle définition puisque la responsabilité n'est pas la même pour l'intercalaire, la palette et pour l'emballage de vente. Donc vous voyez ce décryptage un peu nouveau à faire. Et l'année 2026 va être un peu charnière
pas hyper évidente, puisqu'on est en train, donc on a expliqué dans le calendrier que la mise en place de la REP, donc de la filière, et de cette déclaration qui va vous soumettre à éco-contribution et à adhésion d'un éco-organisme. Ah oui, et aussi dans le cadre de la REP, pardon, les données de mise en marché ne sont plus transmises à l'Observatoire du réemploi, mais à l'ADEME dans son registre national des producteurs. Voilà, c'est une petite différence déclarative. Donc, on vous a dit que la filière allait entrer en vigueur au 1er juillet. Et donc, ce que j'ai précisé dans les commentaires, c'est que, pardon, dans les questions, c'est que il n'y aura pas de rétroactivité, donc vous allez être soumis à éco-contribution à partir du 1er juillet. Et puis, il y a la fameuse déclaration réemploi à réaliser pour les données 2025 entre janvier et mai. Donc, si je la fais simple, ce qu'on vous demande en 2026, alors, ne vous fâchez pas, c'est pas nous. Même question de Rosie dans les commentaires. J'allais la reprendre, oui, c'est pour ça que j'allais reprendre la question. Oui, est-ce que ça veut dire que la déclaration n'est plus qu'en 2026 remplacée par la REP avec une nouvelle contribution emballage pro? Exactement, l'idée c'est qu'à terme, ça soit fusionné. Donc 2026, ça va pas être, c'est pas l'année la plus confortable dans la mesure où entre janvier et fin mai, on va vous demander de faire les données déclaration pour la déclaration réemploi, ce que vous avez fait sur ces 2 dernières années. Donc une déclaration qui n'est pas soumise à éco-contribution et qui se base sur une ancienne définition du metteur en marché. Et à partir du 1er juillet, effectivement, il faudra refaire l'exercice, mais cette fois-ci avec une nouvelle définition. Donc autant vous dire que c'est un point que nous avons à maintes fois remonté auprès des pouvoirs publics. Il était prévu que la filière démarre au 1er janvier 2026, donc c'était censé être plus ou moins un non-sujet, on devait fusionner les déclarations, mais effectivement, à partir de 2027, on va rentrer dans un rythme de croisière où vous n'aurez plus qu'une seule déclaration, où vous allez déclarer les emballages neufs réemployés, neufs réemployables à usage unique, réemployés, etc., avec un barème d'éco-contribution. Donc voilà, ce sera un peu plus simple, je veux dire, en 2027. C'est l'année 2026 qui est un peu charnière et qui est pas, dont l'exercice n'est pas simple. D'accord, donc pour résumer, si je peux me permettre de résumer, en bref, du moment qu'on importe un seul emballage qui soit industriel, du moment qu'il tombe dans cette dénomination-là, et qu'on l'amène sur le territoire, on est tenu d'adhérer à un éco-organisme, de payer une éco-contribution qui sera déterminée en juillet, à peu près. Et en attendant, en début d'année, on refait la même déclaration que celle qu'on avait faite l'an dernier. Exactement. Grosso modo. D'accord. C'est ça, exactement. Je peux vous importer également si vous reconditionnez en vue d'expédier aussi. D'accord. Oui, parce que... ok. D'accord. Bon, ce sera à clarifier, je pense que quand on aura les définitions précises. Mais c'est tout ce travail, effectivement, d'accompagnement que l'on fait aujourd'hui. C'est reprendre votre périmètre. C'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qui rentre chez vous? Ça vient d'un fournisseur français. C'est importé. Est-ce que c'est déballé, pas déballé? Qu'est-ce que je fais après de ces déchets d'emballage? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais lorsque vous avez de la vente, lorsque vous devez réexpédier, est-ce que vous réemballez pour envoyer à des clients français ou étrangers? D'accord. C'est vraiment Ouais, je vous en prie. Cet exercice un peu d'état des lieux, il paraît complexe, mais en réalité, il n'est pas tant que ça, puisque votre chaîne de valeur, et les acteurs qui constituent votre chaîne de valeur, vous les connaissez. Vous connaissez vos fournisseurs, où ils sont. Vous savez les sites que vous avez en France. Vous savez les usages. Est-ce que vous êtes l'utilisateur final? Est-ce que vous déconditionnez pour reconditionner? Globalement, comment vous expédiez vos produits? Vous avez cette chaîne. L'objectif dans notre accompagnement, c'est vraiment de jeter tout ça sur le papier et sur des cartographies. Je pourrais vous montrer quelques exemples très simplifiés et ensuite de pouvoir zoomer sur les flux sur lesquels vous serez assujetti demain à déclaration. Aujourd'hui, vous déclarez peut-être les palettes. Demain, dans le cadre des nouvelles règles, vous serez plus soumis à la déclaration de ces emballages dans certains cas. Donc, c'est vraiment cette approche qu'on apporte pour, in fine, vous isoler les flux et vous accompagner jusqu'à vous laisser la main pour collecter vos données en interne. Je crois qu'il y a une autre question. Juste pour finir, on va vous rassurer quand même, au vu de l'ensemble des emballages qui transitent chez vous. Non, vous ne serez pas assujetti sur l'ensemble des emballages au vu des définitions et des périmètres. Donc rassurez-vous, voilà, c'est ça qu'on doit affiner ensemble. C'est une question de Nicolas.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de me donner la parole. Sur l'aspect financement de la REP, comment ça va se passer en 2026? Parce qu'on doit prévoir d'ores et déjà des budgets. Budget. Voilà, et donc vous voyez où je veux en venir. En fait, comment vous allez vous financer vos propres activités avec vos adhérents? À quel moment on va... Si j'ai bien compris, la comptabilisation des emballages doit démarrer, on doit être capable de résumer nos emballages mis sur le marché à partir du 1er juillet, mais on ne va pas déclarer le 1er juillet, on va déclarer sans doute début d'année 2027. Alors, ce qui est en général prévu sur les démarrages de filières, et ça c'est assez commun dans les autres filières et les autres éco-organismes, c'est qu'on demande des pré-déclarations, en fait des déclarations d'estimés qui vont permettre des factures d'avance qui seront régularisées en 2027. Voilà. Donc, on va faire des appels de fonds dès le 1er juillet pour pouvoir effectivement lancer l'activité et la filière. Après, l'exercice qui n'est pas du tout confortable pour les entreprises, et vous avez tout à fait raison, c'est de se projeter sans avoir une idée du coût. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien identifié et qu'on a aussi beaucoup fait remonter au pouvoir public. Et en toute transparence, ils ont décalé au 1er juillet parce qu'il y a eu quand même une levée de bouclier en leur disant mais là, nous, on a fini nos négos, enfin, on n'a pas du tout budgétisé cette éco-contribution au 1er janvier. Mais bon, si c'est pour décaler le problème, ça reste le même sujet. Donc nous, ce qu'on fait, ce qu'on propose, parce que on est en train de modéliser notre barème d'éco-contribution, ça c'est quelque chose qu'on doit prévoir dans notre demande d'agrément. D'ores et déjà, on n'a aucune compétence ni habilitation à vous fournir des montants d'éco-contribution. Maintenant, dans l'exercice de cartographie et d'évaluation des emballages concernés, on peut, alors ça c'est un exercice qu'on réserve vraiment à nos préadhérents, mais proposer des simulations qui sont à prendre avec grande précaution, hein, qui sont pas des simulations juste qui représentent demain les montants d'éco-contribution, mais ce sont des fourchettes avec des tranches hautes et des tranches basses qu'on vous propose pour simuler plus ou moins l'éco-contribution qui serait due. Et on se base pour ça sur des barèmes qui sont existants, hein, qui sont les barèmes dans les pays voisins, puisque je rappelle que dans les pays comme la Belgique, par exemple, la filière est déjà en place et instaurée depuis quelques années. Donc voilà, on essaye de faire des petits comparatifs pour vous permettre déjà d'évaluer ce coût. Parce que sinon, il faut attendre l'éco-contribution des éco-organismes quand ils seront agréés, en avril-mai. Mais voilà, ça va être assez court. Et quoi qu'il en soit, que je vous donne un montant d'éco-contribution aujourd'hui ou dans 3 mois, si je vous donne 1 eurotonne, mais que vous savez pas combien de tonnes vous mettez sur le marché, bon, ça va pas forcément aussi vous donner plus d'informations. Donc voilà, à ce stade, on sait que l'exercice n'est pas du tout confortable de ne pas avoir à ce stade les éco-contributions. Donc on a trouvé cette solution un peu intermédiaire pour aider les entreprises à commencer à mesurer les impacts. C'est vrai que voilà, mais ce travail effectivement voilà, initié dès à présent, c'est pas anodin et ça vous permet effectivement au moment de votre attachement à Twice, je l'espère bien évidemment, de pouvoir directement récupérer la grille de déclaration et vous avez déjà identifié les datas de votre périmètre. Vous n'allez pas attendre encore 6 mois jusqu'à la fin de l'année ou au début 2027 pour justement définir quel sera votre montant de budget ou de forecast à ajuster pour 2026 et le projeter sur 2027. D'accord. Et Je c'est peux vrai me que permettre Oui. Attends, je voulais juste poser une question, savoir combien vous étiez d'éco-organismes à postuler, à être candidat pour cette REP? Alors aujourd'hui, officiellement, nous sommes 3 candidats. Donc Twice qui a été créé spécifiquement pour la filière des emballages industriels et commerciaux. Donc nous avons la particularité de ne pas avoir d'agrément historique sur une autre filière. Et donc Citeo Pro et l'ECO, qui a priori sont les candidats officiels aussi, et qui eux sont des éco-organismes avec des agréments historiques sur les emballages ménagers. Voilà, donc on se retrouve On chez est le des experts chez le du parti. ménager et nous sommes là un expert du professionnel. Voilà. Exactement. Donc 3 candidats officiels. A priori, il y en a peut-être aussi certains qui... alors là, on est plutôt sur des bruits de couloir, donc je ne me prononcerai pas sur les noms, mais voilà, d'organismes qui veulent
proposer plutôt, encore une fois, qui sont déjà agréés sur des filières produits et qui souhaitent proposer un agrément complémentaire pour leurs adhérents. Mais bon, ça reste des réflexions parce que les emballages, ça reste quand même une autre activité, un autre cahier des charges, d'autres objectifs. Voilà, c'est pas du tout la même chose que le produit. Bon, peut-être vous le connaissez voilà, quasiment peut-être tous, Cyclevia par exemple, qui Oui, est un éco-organisme sur REP sur le produit des lubrifiants, les produits, va demander une extension de périmètre pour pouvoir voilà, avoir un agrément uniquement sur les emballages de vente qui regroupent effectivement tous les lubrifiants. tous les Donc huiles, les ouais. bidons, les fûts, les IBC, probablement. Mm. Mais il va s'arrêter juste aux emballages de vente, Mm. l'emballage primaire. Ça veut dire que dans tous les cas, tout ce qui est emballage, voilà, peut-être de regroupement ou emballage de transport, bah, il faudra changer d'éco-organisme. Ok. Juste pour synthétiser et vérifier que j'ai bien compris la question financement de cette affaire-là, chez Twice, ce que vous imaginez, c'est que n'étant pas pré-adhérent, au 1er juillet 2026, on va devoir, dans l'esprit, on va devoir clarifier quelles sont nos estimations de mise sur le marché entre 1er juillet et fin d'année. Et assez vite derrière, vous allez faire des appels à fonds financiers pour Mhm. financer les activités que vous aurez au regard de cette mise sur le marché. C'est bien ça? Tout à fait, oui. C'est des schémas assez classiques. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà sur d'autres filières. Mais typiquement, je sais que sur les, alors je sais pas si vous l'avez, mais dans les équipements électriques, c'est un fonctionnement classique d'ailleurs qui est instauré sur plusieurs années. Mais globalement, sur des lancements de filières, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Donc c'est clair. Par contre, juste peut-être parce que vous disiez si on n'est pas préadhérent, que vous soyez préadhérent ou non, hein, le préadhérent aujourd'hui, c'est l'entreprise qui nous signe une lettre d'intention qu'on va annexer à notre demande d'agrément. Ça, c'est ce que demandent tous les éco-organismes candidats pour soutenir notre projet dans le cadre de notre candidature. Et quand je parlais de préadhérent, quand je parle de l'exercice d'accompagnement, de simulation, etc., ça, c'est des exercices qui prennent du temps, qui sont complexes, qui sont gratuits et qu'on réserve aux entreprises qui vont signer une lettre d'intention qui est totalement d'ailleurs Engage, sans engagement. ouais. Un préadhérent peut demain aller souscrire un contrat chez une autre entreprise. Et par contre, voilà, ce qu'on peut vous dire à ce stade, c'est que oui, un emballage en carton n'aura pas la même éco-contribution qu'un emballage en plastique. Et que l'emballage en carton sera certainement même beaucoup moins cher que les emballages plastiques. On sait dire globalement aussi que les emballages professionnels auront des éco-contributions moins importantes que les emballages, que la grille des barèmes des emballages ménagers aujourd'hui. Donc voilà, il y a des ordres de grandeur, ça c'est des choses qui sont connues et qui peuvent être partagées. Et d'ailleurs, cet exercice, il va aussi demain amener à la réflexion. Typiquement, dans le cahier des charges, il est précisé que des emballages réemployés ne seront pas soumis à éco-contribution. Ils seront déclarés, mais auront des éco-contributions à zéro. Donc ça peut aussi faire réfléchir sur demain, est-ce que je peux passer à des solutions réemployables? Si j'ai des emballages plastiques, est-ce que je peux réincorporer de la matière plastique recyclée pour bénéficier demain de bonus? Il y a toute une réflexion. Alors, je vous jette des infos comme ça. Je dis pas qu'il suffit de penser le réemploi pour faire du réemploi, par exemple. Il y a parfois des freins qui sont techniques, économiques, humains, et tout simplement, on ne peut pas faire de réemploi. Donc, je dis pas que c'est aussi facile que ça. Mais voilà, ça peut aussi demain amener à la réflexion de se dire, ben voilà, comment aujourd'hui je repense la façon d'utiliser des emballages professionnels. Ok, merci beaucoup. De rien. Euh, Oui, je crois qu'il y a du une coup, autre. oui, Julien Frein, donc Régula. Nous, on a déjà accompagné en fait des entreprises à justement avoir des idées de performance packaging pour passer par exemple du polystyrène à du carton. Euh, Mhm. Aujourd'hui, Twice, ils proposent des idées pour réduire l'éco-contribution. Alors, on n'a pas une photo aujourd'hui de la valeur de l'éco-contribution de notre société, mais demain, on aura le curseur. Et aujourd'hui, Twice, il va jusqu'où dans la démarche? Est-ce qu'elle proposera des solutions d'amélioration ou elle va
va s'arrêter sur une estimation et puis est-ce que ça va au-delà? Non, ça va bien évidemment au-delà, mais comme l'a dit Amina tout à l'heure, c'est effectivement, il faudra partir d'un constat de base. Le constat de base, ça sera effectivement votre première déclaration, parce que voilà, nous, aujourd'hui, on ne connaît pas votre activité dans le détail, on ne connaît pas vos flux, votre organisation. C'est par rapport à un constat ensemble, et on a, nous, des acteurs, des opérateurs, des régénérateurs ou des fabricants, comment on peut travailler demain, justement, votre prochaine facture, comment on peut réduire votre montant d'éco-contribution. Parce que on l'a vu sur un des slides, vous allez verser d'un côté, mais vous pouvez aussi prétendre à avoir des soutiens financiers en tant que détenteur, par rapport sur tous vos déchets d'emballage, comment ils sont traités, sur quel flux, quelle organisation, et aussi en élargissant ce scope, comment sur une réflexion de business model, est-ce que moi, mes flux et mes emballages sont à leur optimum? Comme vous l'avez dit, est-ce qu'on peut remplacer un emballage à usage unique par un emballage réemployable, qui peut aussi à un moment donné changer le caractère de responsabilité? Est-ce que mes emballages sont à ma marque, pour lequel je suis sûr d'être 100% assujetti? Est-ce qu'il y a vraiment vocation à ce qu'il y ait ma marque ou ça peut être un emballage neutre? Et dans ces cas-là, ça peut aussi modifier le scope de votre périmètre. Et après, voilà, tout ce travail ensemble d'appel à projet sur l'éco-conception, sur des boucles de reverse. Voilà, on peut travailler différents sujets vraiment dans le détail, sachant que, comme on l'a dit, hein, on est à but non lucratif. Donc, l'objectif, c'est aussi voilà, de vous accompagner pour réduire le maximum du possible votre montant effectivement de mise en marché. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est sur des Ouais, actions. c'est intéressant. Mais moi, je Il suis faut dans le, qu'on- nous, on est dans le monde automobile et c'est vrai qu'entre, c'est très important ce facteur-là parce que dans la prise de décision, est-ce qu'on passe en mode durable, en packaging durable ou perdu, ça va jouer énormément. Et aujourd'hui, dans nos modèles de choix de typologie d'emballage, on l'a pas encore, je pense pas, on l'a pas encore intégré en fait, cette estimation-là. Et Enfin, ça peut on être l'a intégré, mais je pense pas avec le nouveau décret, on sait même pas en fait la valeur, je pense. Et Quelle ça est peut la être un travail aussi tripartite entre vous, vos clients, voilà, qui achète l'emballage et qui le met en circulation, et est-ce que je fabrique pour le compte d'eux. Voilà, c'est autant de sujets nous qu'on a déjà abordés avec différents acteurs de votre secteur d'activité. Donc, bien évidemment, on peut rentrer dans ce détail-là, quoi. C'est vrai qu'il y a le rôle tout de même de l'éco-organisme, hein, je sais pas si enfin, je crois pas qu'on ait présenté la couverture de l'éco-contribution, c'est-à-dire que l'éco-contribution qu'on va percevoir demain va couvrir quand même un certain nombre de missions d'accompagnement technique et financier sur la partie R&D, éco-conception, réemploi, recyclage. Donc effectivement, ça nécessite d'accompagner les organisations sur la conduite du changement et surtout de avant tout étudier la faisabilité technique et économique des solutions qui seraient envisagées. Enfin voilà, c'est encore une fois, des fois il y a déjà de la performance et le sujet c'est de se dire est-ce qu'on va chercher plus de performance ou aujourd'hui il y a besoin d'accompagner des acteurs là où il se passe pas grand-chose, où il se passe, où les objectifs sont à la rame, notamment sur les emballages plastiques, on le voit, hein. Aujourd'hui, nous, l'une des missions sur les emballages plastiques, ben, c'est déjà de sortir plus de 300 000 tonnes de déchets de l'incinération et de l'enfouissement, et aussi d'encourager à se sourcer avec des emballages plastiques ayant contenu de la matière recyclée. Et encore une fois, là aussi, une fois qu'on a dit ça, alors sur le principe, c'est intéressant, ça permet de s'inscrire dans des politiques d'achat durable. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'un emballage qui contient de la matière recyclée coûte plus cher qu'un emballage avec de la matière vierge. Donc, c'est pas si intuitif et évident que ça. Donc, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. Et c'est en ce sens où nous, on va quand même un peu plus loin aussi dans l'accompagnement. On va, dans un rythme de croisière, on va également aussi lancer des appels à projets ou à des manifestations d'intérêt pour justement passer à l'échelle des dispositifs, voire aussi faire émerger des solutions innovantes ou des infrastructures industrielles sur le territoire, parce que ça aussi, ça peut être des freins notamment.
des systèmes de lavage. Enfin voilà, souvent s'il n'y a pas de réemploi, alors le lavage ça vous concerne un peu moins, mais voilà, c'est toutes ces infrastructures aujourd'hui qui sont pas forcément existantes et qui limitent les acteurs dans leurs actions. Merci Amina. Moi j'avais une question, c'est comment, parce que nos adhérents sont européens, comment la France se situe par rapport aux autres pays européens sur ces obligations? Est-ce que c'est plutôt une réglementation un peu homogène où chacun fait un peu un cahier des charges à sa sauce, quoi? Alors, alors déjà, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que la France est en retard dans la mise en place de ce règlement. Donc, on a des pays comme la Belgique, l'Italie ou l'Espagne qui ont déjà mis en place cette filière. Et la France, donc, qui va l'instaurer au 1er juillet. Au niveau européen, je pense que l'année 2026 sera effectivement une année charnière, mais a priori, à partir de 2027, on sera harmonisé au niveau des textes, c'est-à-dire qu'on aura tous le même texte, le même règlement européen, puisque le règlement européen est en application immédiate. Il n'y a pas de transposition prévue, enfin, comme une directive européenne classique. Le cahier des charges que nous attendons pour publication reprend globalement les objectifs attendus européens, ce qu'a évoqué Vincent. Et quand on lit le cahier des charges, donc c'est-à-dire les moyens qui vont être mis en œuvre demain par les éco-organismes pour atteindre des objectifs, on est assez en phase avec ce qui est écrit dans le règlement européen. Donc, globalement, il y a un gros sujet effectivement d'harmonisation au niveau européen. Nous, on est membre d'une association qui est IPRO, qui réunit plusieurs éco-organismes européens, dans l'objectif d'avoir les mêmes... la même clarification dans les définitions, c'est-à-dire que quand on parle d'un emballage de transport, il faut qu'on s'assure qu'au niveau européen, on parle tous de la même chose. Qu'on ait effectivement la définition du metteur en marché, elle sera harmonisée demain au niveau européen. Donc il n'y a pas de sujet sur les histoires d'import, d'export, hein. Donc l'entreprise européenne qui va importer deviendra metteur en marché au même titre qu'un importateur en France. Le vrai sujet, c'est cette définition qui nous donne comme clé d'entrée la typologie d'emballage. Donc la vente, le groupé, le transport. Donc là, il faut vraiment qu'on soit au clair sur les définitions, et l'association dans laquelle nous sommes a pour principal objectif de nous assurer que nous sommes tous au même niveau. Et là où il y a des zones grises, nous avons d'ailleurs challengé la Commission européenne. Nous attendons une FAQ de la Commission européenne qui va arbitrer sur les points où on n'est pas forcément tous au clair sur l'interprétation. Donc à terme, on aura tout de même les mêmes règles. Après, sur les règles d'application, là aussi, on s'attache dans le cadre de cette association à harmoniser au maximum les règles au niveau européen. Bon, le fait est que en France, en Belgique, en Espagne, on a des éco-organismes qui sont agréés, qui sont à but non lucratif. Quand vous allez en Allemagne, vous avez des sociétés lucratives, privées, des opérateurs qui vont vous accompagner dans votre mise en conformité. Donc, les systèmes sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, on travaille quand même avec ces acteurs pour essayer d'homogénéiser au maximum les règles. C'est toute la complexité quand on est sur des cadres européens, on le voit dans d'autres filières, ou quand on est sur des directives européennes. Alors on a la même définition, on est au clair, mais après il y a quand même autant d'éco-organismes, autant de règles, de systèmes d'information aussi. Si on est présent dans 6 pays et qu'il faut faire des déclarations dans 6 pays, vous n'allez pas avoir aujourd'hui un guichet unique et une plateforme unique. Donc voilà. Mais globalement, on travaille au maximum sur l'harmonisation, sur les règles et les définitions. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a été clair. C'était clair. Vous parliez tout à l'heure, Amina, vous aviez un exemple. Est-ce que vous avez un exemple à nous montrer? Oui, alors, je vous montre un exemple très succinct d'un groupe de travail. Alors, j'ai mené un groupe de travail avec des enseignes de la distribution non alimentaire, pas sur l'alimentaire.
Donc, vous allez peut-être pas vous y retrouver dans la carto, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'exercice qu'on mène. Et là, de mémoire, c'était le deuxième groupe de travail. Donc, en général, sur les ateliers d'accompagnement, on fait une première réunion, un peu de débrief, de contexte général, un peu ce qu'on a fait ici en webinaire. Et ensuite, on va partir dans des exercices de carto, c'est-à-dire que lors du premier atelier, moi, j'essaye de bien, enfin, moi, Vincent et toute l'équipe, on essaye de bien comprendre toute la chaîne d'acteurs, d'identifier tous les flux, de les transposer dans des cartographies simplifiées. Et ensuite, là, vous avez la présentation du deuxième GT que j'avais organisé avec plusieurs enseignes. On a fait un troisième GT où là, on était parti à l'étape d'après. Et je ne peux pas vous le présenter parce qu'il n'est pas du tout anonymisé, il est un peu confidentiel. Mais celui-là est assez neutre, donc je me permets de vous le partager et c'est des éléments. Donc, et puis aussi, dans le cadre de ces ateliers avec nos préadhérents, on va vraiment aider nos interlocuteurs au vu de ces flux à bien identifier les bons interlocuteurs et à faire ensuite des réunions de formation où on va avoir les services achats, parfois les SI, les services logistiques, etc. Donc, on prend la définition assez simple. Ensuite, on fait le schéma général de la chaîne des acteurs, pardon. Donc voilà, on identifie les fournisseurs. Là, je l'avais simplifié. C'est vrai que les entreprises ont tendance à un peu rentrer dans le détail et c'est normal. Et moi, justement, dans cette cartographie, je le simplifie puisque typiquement, voilà, je n'ai pas à distinguer dans les flux de fournisseurs celui qui vient d'Asie de celui qui vient d'Europe. Et ça, c'est pas toujours intuitif pour tout le monde. Donc, on établit, voilà, qui sont les fournisseurs, quelles sont les entités que j'ai en France. Donc, j'ai une entité juridique. Est-ce que j'ai des plateformes logistiques, des entrepôts? Est-ce que j'ai des points de vente? Bon, là, c'était des distributeurs, hein. Et quels sont mes clients? Donc, voilà, des utilisateurs, mais aussi, ça peut être des revendeurs ou de l'export. Ensuite, on va faire un focus sur les flux. Oui? Ou des usines également. Ou des usines. Oui, c'est pour ça que je vous dis, mon exemple porte sur un distributeur qui fait de l'achat-revente, mais on pourrait rajouter bien évidemment au milieu le site de production. Là, typiquement, c'était des enseignes qui ne faisaient pas d'export, donc j'ai pas mis les exports, mais c'est juste pour vous projeter un peu dans l'exercice. Ensuite, on fait des zooms sur les approvisionnements, on distingue les flux financiers des flux physiques, parce que ça aussi, des fois, ça pose des questionnements, avec ou sans MDD. Bon, là, c'était parce qu'on était sur des distributeurs qui pouvaient faire de l'achat-revente ou faire labelliser des produits sous leur marque. Et pour chaque flux, on identifie, eh bien, est-ce que je suis le metteur en marché de l'emballage de vente, de regroupement, de transport, etc. Donc voilà, là, l'achat des emballages, des produits emballés venant de fournisseurs à l'étranger. Donc pareil, avec le même décryptage du flux. Là, quand je suis sur la partie expédition, donc on était sur des enseignes qui réceptionnaient tous leurs produits sur des entrepôts et des plateformes qui ensuite allaient livrer tous les réseaux de les points de vente. Donc là, pareil, est-ce que je fais du picking? Est-ce que je n'en fais pas? Est-ce que voilà, je relivre en l'état mes produits sans toucher aux emballages? Est-ce que je dépaletise, déconditionne pour reconditionner? J'utilise de nouveaux emballages. Et ensuite, on fait une grosse synthèse. Donc là, voilà, on s'est dit, bon, grosso modo, sur tous vos flux, finalement, vous allez être concerné que sur les importations, sur les produits achetés en France sous MDD et pour tous les emballages utilisés dans le cadre du picking. Et après, on se fait une grosse synthèse. Bon, là, encore une fois, c'est pas forcément adapté. Et dans le dernier GT que j'ai fait avec cette entreprise, on a fait un zoom sur les flux concernés, parce que finalement, il n'y a que ça qui nous intéresse, hein, il n'y a pas besoin de s'encombrer l'esprit. Et on a travaillé ensemble sur dire, maintenant, listons tous les emballages que je dois déclarer. Donc, pour tel flux, je dois tout déclarer. OK. Je dois chercher telle info, qui aurait cette info en interne, etc. Et puis, l'étape d'après, une fois qu'on a bien établi les emballages concernés, les flux concernés, et qu'on est au clair sur ça, on laisse l'entreprise faire sa collecte de données via une grille de collecte, une grille Excel qu'on fournit pour pouvoir permettre cette collecte d'informations sur le type de matériaux, sur le tonnage. Et enfin, elle nous est renvoyée pour des simulations. Voilà, cet exercice, il est intéressant et il est pas vain. Et là, je vous ai montré, parce que c'était des schémas communs à plusieurs enseignes, enfin, c'était un grand groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, à l'échelle individuelle, on peut imaginer ça d'ailleurs avec la FIEF, de faire ce genre type d'atelier de manière collective et après le décliner
de manière individuelle pour les entreprises qui veulent aller un peu plus loin dans l'exercice. Et ensuite, ça devient, voilà, là vous avez encore un autre type de cartographie, mais ça peut devenir aussi enfin c'est souvent un livrable que je fournis ensuite et qui vous sert, voilà, un peu de méthodo et de rappel des pratiques, c'est-à-dire que voilà. On met tout de manière exhaustive et dans les groupes de travail précédents, là on fait des zooms genre vraiment où je dois aller chercher l'information. Mais je garde ce livrable qui va toujours m'aider à réfléchir à parce qu'on va me reposer la question en interne. Oui, mais est-ce que les palettes, je les déclare? Est-ce que non? Donc, c'est bien aussi de retrouver cette carto sous le coude pour dire, alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ben non, effectivement, les palettes, on a dit qu'on les achetait en France. On n'est pas les metteurs en marché, donc on les exclut bien. Donc, ça permet de garder ça. Et ça permet aussi d'instaurer des points de vigilance. Typiquement, ben là, dans les enseignes de distribution que je vous ai présentées, on avait identifié avec la logistique que tous les palettes et films plastiques étaient achetés en France. Le point, c'était de dire attention, point de vigilance aux équipes logistiques ou achats. Si demain vous achetez à l'étranger, on devient l'émetteur en marché. Donc, ça permet aussi d'inscrire ces points de vigilance dans les process demain d'approvisionnement ou d'expédition. Et effectivement, voilà, d'une cartographie complète de l'ensemble de vos flux que vous avez à date, et après travailler par exception pour réduire le champ de votre périmètre. Et nous sommes à votre disposition, bien évidemment, pour travailler ce sujet-là. Vous avez nos coordonnées, vous les aurez effectivement dans la présentation. Et on laisse le mot de la fin à Clotilde. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense que vous avez été assez clair. Et puis, si nos adhérents ont des questions, je pense qu'on pourra directement, ils pourront directement vous contacter. Voilà. Avec grand plaisir. Merci en tout cas Avec plaisir. pour cette organisation.